Bienvenue dans ce hors-série du podcast 42 minutes pour trouver sa voie. Les hors-séries sont des épisodes complémentaires un peu différents qui vous apportent le regard affûté d'un professionnel sur l'un des aspects du discernement professionnel. À retrouver comme toujours sur nouvellevipro.fr. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Dans cet épisode, on va parler de la peur, de la frousse, de la trouille, des pétoches. On voit parfois des gens qui sont pleins d'audace et quand on leur demande leurs secrets, ou plutôt quand on essaye discrètement de comprendre par nous-mêmes leurs secrets, parce qu'on n'ose jamais leur demander en face, on sent que ces gens-là, ils sont nés comme ça, contrairement à nous. Ils ont toujours eu confiance en eux. Oui, mais l'audace, on en a tous besoin pour agir. Donc comment on fait pour prendre confiance en soi et pouvoir agir, ne pas rester bloqué? Alors j'ai pris un très très grand plaisir à faire cet épisode avec Maxime Senave, qui met lui 100% de son énergie à comprendre tous les mécanismes de l'audace, de la peur aussi, et qui nous partage son activité, son histoire et ses conseils sur le sujet. Alors prenez votre courage à deux mains et plongez avec nous dans les affres de la peur. Salut Maxime, je vois que tu bois ta petite bouteille d'eau avant de démarrer pour te mettre dans les meilleures conditions. Cher Alban, je suis dans les meilleures conditions pour t'écouter, pour échanger ensemble. Pour tous ceux qui nous écoutent, Maxime, on se connaissait pas il y a encore 3 jours. Je te suivais à distance discrètement parce que tu as créé Libre comme Max, qui est, tu vas nous en dire plus là dans les minutes qui viennent. Et on s'est appelé. Tu m'as appelé déjà. Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est que tu m'as appelé, bonjour, vous êtes bien Maxime Senave, oui. Et je trouvais ça magnifique, moi, déjà, cette démarche. Donc, d'ores et déjà, dire, voilà, j'aimerais échanger avec vous sur tel ou tel sujet, je trouve ça déjà assez beau. Je tenais à te le dire. On est dans le thème, prendre son téléphone et faire le truc. Et pourquoi je t'ai appelé? C'est parce que tu as pas mal cheminé sur la question de l'audace, de comment on se lance alors qu'on a la trouille. Et c'est un sujet super important pour tous ceux qui veulent changer un peu de vie. Alors Maxime, dis-moi un peu, qui es-tu? Écoute, moi j'ai fait des études de commerce, j'étais à l'université de Paris-Dauphine parce que j'étais un élève plutôt bon en cours et en fait tout de suite j'avais une petite voix au fond de moi qui me disait assez tôt que je voulais faire de la comédie, je voulais faire marrer des gens. Et quand j'étais dans mon lycée, j'avais fait des sketchs, tu vois, des inconnus, etc. J'avais un truc qui me taraudait au fond de moi que je voulais faire. Et puis j'étais pas trop mauvais en cours et mon père ne voulait pas trop que je fasse du théâtre. Alors finalement, je me suis inscrit dans cette fac d'éco-gestion et finalement, ça a duré 5 ans puisque j'ai fait un peu de master 1 de finance et après du marketing. Et j'aimais bien le marketing aussi, hein, donc ça a été aussi un choix. J'aimais bien les histoires de marque dans le marketing. Voilà, je trouvais ça, raconter des histoires, des sagas de marque, c'est ce qui m'intéressait. Et donc, j'ai fait du marketing pendant 4 ans et demi chez Orangina Schweppes. On a le droit de le dire ou pas? Ouais. Sinon, je te dis Coca, Sprite, Pepsi. Oui, okay. Tu peux même dire si c'était bien, mais c'est pas le sujet. et voilà, non, c'était très chouette. Et puis ensuite, après, petit à petit, j'ai commencé à vouloir changer de vie et je suis parti vivre à l'étranger. Je suis parti vivre à Dubaï pendant 1 an. C'était une compagne qui a été mutée à l'étranger et je l'ai suivie. Et du coup, là, à Dubaï, au lieu de chercher du travail dans le marketing, j'ai commencé à chercher du travail dans le théâtre. Alors, c'est assez paradoxal parce que tu vas me dire qu'en termes de musical, il y a mieux sur la place dans le monde que Dubaï, mais finalement, j'y suis allé. C'est à partir de là où j'ai commencé un peu à changer de vie. Après, je suis rentré au bout d'1 an en France parce que ça s'est pas très bien passé personnellement. Rien de grave, hein. Mais du coup, je suis rentré et puis après, j'ai bossé dans la production de spectacles, mais en fait, toujours côté marketing, en fait. Donc, c'est-à-dire que je continuais à faire mon métier de marketing dans un univers que j'aimais bien, mais mon petit saut dans le vide, je l'avais pas vraiment encore fait. Attends, on va faire une pause déjà là parce que c'est un sujet qui revient de temps en temps sur ce podcast, c'est de se dire, bon, bah, si tu veux t'éclater dans ton boulot, que t'aimes bien le théâtre, par exemple, t'as qu'à faire de la compta dans le théâtre, t'as qu'à faire du marketing dans le théâtre, de la finance, du je sais pas quoi. Est-ce que ça marche, ça? Moi, je suis convaincu que non. Ok. C'est qu'à un moment, et c'est pour ça que si tu écoutes ta petite voix encore plus, tu te dis, par exemple, j'ai bossé pour Montreux Comédie, qui est un festival super d'humour en Suisse. Donc, j'apportais ma touche marketing. Donc, c'est comme ça que je les ai amenés. Tu vois, j'ai frappé à la porte de cette personne, je lui ai envoyé des mails en disant, voilà, je pense que je pourrais être intéressant pour vous. J'ai fait du marketing chez Orangina. Je connais bien les humoristes, le monde du spectacle. Ça me passionne. Mais au fond de moi, ce qu'il voulait dire, c'est moi aussi, j'ai envie d'être sur scène. Et du coup, quand j'étais à ce festival, j'étais pas du bon côté. Donc la frustration, même si j'aime pas trop ce mot-là, j'étais pas frustré, mais
Il y a un moment où il faut que tu te dises, bon, bah, c'est ça que je veux faire, il faut l'assumer. Ça, je pense que c'est un truc très important. C'est que souvent, je rencontre des gens qui veulent devenir comédiens et ils ont du mal à dire, je veux être comédien. En fait, pour moi, là, le conseil que je donne déjà, ou même parfois pour moi c'est compliqué, c'est de se dire, tu veux être quelque chose, il faut déjà l'assumer toi et arriver à le dire toi. Moi, j'ai mis du temps, et encore maintenant ça va, mais à me dire, je veux être comédien, je me sens comédien, je suis comédien, ça a été très très compliqué. En fait, c'est la légitimité en fait. Et du coup, en fait, si tu te dis, bah tiens, je bosse pour Montreux Comédie, mais je fais du marketing chez Montreux Comédie, je me sentais me raconter des salades à moi-même ou à mes amis en disant, mais tu sais, je bosse pour Montreux Comédie, ah c'est super, ça te rapproche de ton but. Oui, mais pas du tout. Je faisais du marketing pour Montreux Comédie comme je pouvais être chez Orangina, Whiskas ou Yoplait. Mais sauf que j'étais chez Montreux Comédie, donc j'étais plus proche de l'univers, mais j'étais toujours au même endroit, entre guillemets, par rapport à ce que je voulais vraiment faire. Donc je ne conseille pas, si quelqu'un me dit qu'il veut, je sais pas, faire de la magie, je ne conseille pas d'être dans une boîte de magiciens, mais en étant toujours expert comptable. Je lui propose de continuer à faire de l'expertise comptable tout en développant la magie. Et si un jour la magie l'emporte, il laissera l'expertise comptable de côté. Ok, faire un vrai saut ou pas. Ouais. Okay. Faire un vaisseau ou pas, mais c'est-à-dire vraiment le faire en tout cas. Je dis pas de tout plaquer. Mon conseil, c'est pas, j'ai pas de conseil à donner, mais de tout lâcher. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Hein. De tout lâcher pour dire allez, je me lance, tête baissée. C'est compliqué aussi, quoi. Tu fais une belle intro. C'est le sujet de cet épisode. C'est pas une interview classique de quelle était ton histoire, etc. C'était vraiment, comme t'as pas mal travaillé sur le sujet, pas vraiment de la peur, mais de l'audace, de la confiance en soi. De la peur aussi, hein. Ouais, tu peux dire ça. Moi, je pense qu'il faut assumer. Tout le monde a peur au fond de soi, et c'est des peurs qui figent. Moi, j'ai été figé, mais t'imagines même pas. Et la fille, si elle m'écoute, je te jure, ça me fera plaisir, ça, parce que la fille qui était à Dubaï avec moi, elle me disait, tiens, t'écris bien, t'as envie de faire ça, vas-y, etc. Et elle me dit, mais t'es figé, pourquoi t'es figé? Je pense que c'est la peur qui m'a figé, donc j'essaye au maximum de vaincre cette peur par du mouvement. Pour moi, la peur fige et le mouvement fait avancer. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Pour vaincre le fait d'être figé, parce qu'au fond de moi, je suis quelqu'un de plutôt figé. Et il faut l'assumer, hein. Et tout le monde peut être comme ça, hein. Il faut l'accepter, ce truc-là. Vas-y, reprends ton souffle. Le mec, il te fait des alexandrins, il ne respire plus depuis 20 minutes. Non, très bien. Et alors, quelle était la suite alors, après Montreux? Donc Montreux, 1 an, CDD, ils me reconduisent pas. À côté, je faisais du théâtre, hein, amateur, avec une troupe. Donc je jouais des pièces à Paris, dans des petites salles. On avait fait une semaine au Festival d'Avignon. Donc j'avais ça, hein, déjà. Le théâtre était là depuis un moment, puisque je faisais du théâtre amateur depuis le début de ma signature de mon CDI chez Orangina. Donc j'avais les deux en parallèle, si tu veux. Même si c'était pas professionnel, j'avais toujours ça en tête. Et puis chez Orangina, il y a un moment où je commençais à être payé à faire des pots de départ, à écrire des textes de pots de départ, à faire des vidéos de convention, de séminaires où je faisais des sketchs autour de l'entreprise, etc. Et j'avais cette chance-là que mes directeurs me laissaient faire ça. Donc je bossais pas la journée parfois pour compter des bouteilles, mais plus pour faire écrire des sketchs et des scènes chez Orangina. Donc en fait, en gros, ce truc, c'est un chemin. C'est pour ça que j'ai vraiment confiance en l'avenir, c'est que je vois ce truc comme un chemin. Et ce truc-là n'est pas arrivé à 28 ans en disant tiens, d'un coup, j'arrête tout, j'ai jamais fait du théâtre, j'y vais. Moi, ça faisait des années que je voulais faire ça, des années que j'avais testé un peu ça, que je faisais du théâtre amateur, et dès que j'avais l'opportunité de le faire quelque chose de cet acabit-là, je le faisais. Et donc ensuite, après Montreux, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas été reconduit. Là, j'avais plus rien. J'étais un peu en galère et j'ai travaillé avec une entreprise qui s'appelle Switch Collective, qui aide les gens à donner du sens à leur vie professionnelle. Je les ai rencontrés très tôt au début de leur histoire et on s'est très bien entendu. Et les fondatrices m'ont proposé de donner un cours d'improvisation. Je dis d'accord, ok, je vais donner un cours d'improvisation. Je n'avais jamais donné de cours d'impro de ma vie, hein. Donc je donne un premier cours d'improvisation. Ça se passe pas très bien, parce que j'ai jamais donné de cours d'improvisation et qu'en face, les gens n'ont pas forcément envie de devenir comédien. Et je donne un deuxième cours d'improvisation et là, je me rends compte que ça se passe toujours pas très bien parce que bon, bah, c'est mon deuxième cours d'impro et qu'ils ont toujours pas envie de faire des cours d'improvisation. Et puis après, je me dis, tiens, là-dedans, ce qui m'intéresserait, en fait, ce que je trouve intéressant dans l'improvisation, c'est d'aider les gens à oser, à faire ce petit pas, à oser y aller. Parce que moi, je n'ai pas osé y aller des milliards de fois, quoi. Tu vois, ce moment, ce refus d'obstacle. Une envie incroyable, mais quand il faut y aller, un cheval qui s'arrête au moment devant l'obstacle, quoi.
Donc ça a été depuis gamin. J'ai fait 3 fugues de colonies de vacances, de club Mickey en Normandie sur la plage, parce que j'avais peur de rencontrer les autres, etc., etc. Je devais partir à l'étranger et j'ai annulé la veille. Donc je me suis réinscrit avec mes petits camarades de mon lycée. Tout le monde faisait du vélo à l'âge de 6-7 ans. Moi, je crois que j'ai commencé à faire du vélo à l'âge de 10-11 ans, parce que j'avais tellement peur de montrer que je savais pas faire du vélo que je faisais des tours dans le parking avec mes petits trous. J'avais 10 ans. Donc 10 ans, voilà. Le permis, je l'ai passé à 29 ans, donc à 5 ans, et j'ai conduit 2 fois de toute ma vie. Bon, voilà, donc il y a des milliards de trucs qui me font peur et des milliards d'obstacles que j'ai au fond de moi, et j'ai très envie d'y aller, mais finalement j'y vais pas. Mais t'as fini quand même par mettre pas mal d'énergie sur le sujet. Toute mon énergie, c'est-à-dire que ce soit dans Libre comme Max ou dans Aujourd'hui de faire du théâtre, j'ai peur, mais j'y vais, quoi. J'essaye d'y aller. Et puis surtout, je me suis dit, c'est pas un bluff. C'est-à-dire que c'est pas un gars qui est bien dans ses baskets. Je suis pas mal dans mes baskets, mais c'est pas quelqu'un qui en fait n'a pas peur. C'est quelqu'un qui a peur, comme tout le monde. Mais comme tout le monde, ça se taffe. Comme tout le monde, on peut y aller. Comme tout le monde, on peut avancer. Tout le monde peut essayer d'y aller. Mais alors, il faut après, oui, ce que je bosse, c'est des techniques. C'est m'écouter, c'est mon intuition versus ma rationalité. Avant d'aller sur le fond du sujet, tu as fondé Libre comme Max. Pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément, qu'est-ce que c'est concrètement ? Libre comme Max, c'est tout simplement une activité qui aide ses participants à oser dans la vie de tous les jours, à donner des outils pour oser dans la vie de tous les jours. Ça, c'est le fond. Et la forme, c'est surtout, je veux quelque chose d'un ton très décomplexé, drôle, sympa, avec du second degré, et pas du « Oh, on n'est pas bien dans notre vie, on n'a pas confiance en nous, c'est horrible, donnez-moi du Xanax ». C'est pas du tout ça. Donc ça, c'est ce qui est Libre comme Max. Et après, concrètement, ça se traduit par des cours d'improvisation, des week-ends en Normandie autour de l'audace. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est à Cabourg, plus exactement. Et donc, c'est 48 heures de gens qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent sur le quai de la gare un vendredi soir et qui, le dimanche soir, se laissent après avoir fait tout un parcours pour essayer d'être un peu plus audacieux dans la vie de tous les jours. Alors, bien évidemment, il y a de l'improvisation, mais il y a aussi du karaoké, il y a une chasse à l'audace dans les rues de Cabourg, il y a des défis à faire en boîte de nuit si on va en boîte de nuit. Il peut y avoir d'autres activités comme de la danse ou du yoga ou de la cuisine. Enfin bref, je veux un truc assez éclectique, mais toujours dans ce souci de oser y aller, et bien sûr ça y va crescendo. Donc je vois très bien la tête des gens quand ils arrivent le vendredi soir sur le quai de la gare de Dives-Cabourg complètement tétanisés en se disant, en plus personne ne se connaît ou très peu, donc les gens se découvrent, et puis à la fin en fait les gens ont entre guillemets pas envie de se lâcher. Et ça c'est très 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 important pour moi, ce truc là, c'est que l'autre point de Libre comme Max, c'est fondamental, c'est le rassemblement. Pourquoi ? Parce que moi j'ai eu vraiment peur pourquoi j'ai été figé, c'est que le regard de l'autre m'a vraiment fait peur. Donc quand je partais de colonie de vacances, ou que le directeur de la colonie de vacances appelait mon père ou ma mère pour dire « Écoutez, monsieur Sénave, on peut plus rien faire là parce que ça fait 3 jours qu'il pleure et qu'il est tout seul », c'est parce qu'au fond, j'avais peur d'aller rencontrer ces gens-là, mais j'en avais vraiment très envie. Et en fait, toute ma démarche, elle est de vouloir aller dans un truc que j'ai vraiment envie de faire. Et le rassemblement, pour moi, est fondamental. C'est-à-dire que quand tu fais tomber les masques, des gens qui se connaissent pas, tu te rends compte qu'au début, ils sont un peu tétanisés, ils se hument, ils se cherchent, et puis ensuite, après, dès que la mayonnaise prend, moi, c'est mon rôle que la mayonnaise prenne. Donc, c'est pour ça que je dois les écouter, être à l'écoute de chacun. Et puis, quand la mayonnaise prend, c'est eux qui deviennent acteurs du truc. Et puis, tu vois que les masques tombent, les langues se délient, et on tente des choses extraordinaires. Alors, bien sûr, je suis pas dans le monde des bisounours. 48 heures à Cabourg ou des cours d'improvisation, je sais bien que ça va pas transformer leur vie, mais j'essaye avoir des démarches méthodologiques pour qu'ils puissent avoir des outils ensuite après pour retranscrire ça dans leur vie de tous les jours. Tu as aussi une activité avec les entreprises, tu disais ? Donc c'est toujours sur la notion d'audace. C'est comment être audacieux avec son collaborateur, comment être audacieux dans son entreprise. Et donc ça se traduit comment ? Ça se traduit par des ateliers d'improvisation de 3 heures, toujours avec une montée crescendo où on travaille l'écoute, l'observation. Je leur dis souvent, sortez de votre petit moi. Ça, c'est un truc, moi aussi, je me regardais vachement le nombril et j'osais pas regarder les autres, j'osais pas lever la tête, j'osais pas poser des questions. Il y a aussi vachement une question d'humilité. À dire aux gens que tu ne sais pas, à dire aux gens, apprends-moi, absorber l'autre. Alors, ils me regardent avec des yeux en me disant, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Et c'est très concret pour moi, c'est-à-dire, ouvrez-vous à l'autre, posez des questions, apprenez de l'autre, creusez un univers que vous ne connaissez pas. Et tout ça, on essaie de le traduire par des techniques d'impro, donc notamment de l'imaginaire, de l'écoute, de la spontanéité, raconter des histoires, accepter l'incertitude. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie aussi, je fais aussi une conférence humoristique, on peut appeler ça un spectacle d'1 heure,
autour de la notion d'audace, où là, je raconte face à des gens, ça peut être 20, 30, 40, 100, 200, 300 personnes. Je raconte dans une première partie tous mes déboires dans la vie qui ont été mon manque d'audace. Donc, c'est très important pour moi parce que ma démarche, elle n'est pas de dire j'arrive dans une entreprise et de dire alors bonjour à toutes et tous, vous avez en face de vous Monsieur Audace, vous manquez d'audace, je vais vous expliquer ce que c'est. Non, évidemment que non. Ce que je veux vraiment leur expliquer, c'est de leur dire vous avez en face de vous quelqu'un de froussard, quelqu'un de peureux, mais quelqu'un qui essaye de taffer pour l'être moins et qui vraiment écoute son intuition au fond de lui. Et donc, je raconte ce dont je te parlais sur les colonies de vacances, sur plein de choses, sur le fait que j'ai pas fait une école de théâtre tout de suite et qu'il a fallu longtemps avant d'en faire une, alors que je rêvais de faire ça. Bref, donc je raconte pas mal d'anecdotes. Le but est de faire rire et puis faire rire aussi pour créer de l'empathie et créer aussi un échange, un fil entre le public et moi. Et puis la deuxième partie, c'est leur dire humblement ce qui est pour moi la notion d'audace. Donc je pose plein de questions sur est-ce que la notion de risque existe ? Pour moi, elle n'existe pas, parce que c'est ce qui m'a figé. Est-ce que le succès ou l'échec existe ? Pour moi, c'est trop manichéen. Voilà, donc tu vois, plein de choses comme ça. Donc elles sont un peu en deux parties. Voilà un peu ce que je fais aussi pour les entreprises. Tu as déjà reçu quelques groupes à Deauville, déjà fait quelques conférences. Oui. Est-ce qu'avec le recul, tu as déjà un peu un retour à nous partager sur les gens qui sont venus à tes conférences ou à tes séminaires, on va appeler ça comme ça, tes petits bootcamps? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux déjà un peu conclure et nous partager? C'est trop tôt peut-être, ou c'est trop propre à chacun? Alors je pense qu'effectivement, c'est pas trop tôt, mais c'est un peu propre à chacun. C'est-à-dire que il y a eu des gens dans des entreprises qui m'ont dit ton histoire, elle me parle. Ou ton histoire, c'est moi, en fait. Ça me fait plaisir. Parce que ça veut dire que je parle aux gens, en disant, tu vois, dans le spectacle, je joue des petits personnages. C'est-à-dire que je joue une petite voix au fond de moi qui dit, tiens, Maxime, fais une école de théâtre. Et la grosse voix qui est l'approbation du regard de l'autre, qui dit non, t'es bon en cours, va faire du marketing, c'est bien de faire du marketing, tout le monde trouve ça important, enfin bien que tu fasses cette voie-là et pas cette voie du saltimbanque, etc. Et ces trucs-là, à la fin, souvent, les gens viennent me voir en me disant tiens, ça m'a parlé. Je te dis pas qu'à la fin des conférences, 95% des gens ont envie de se barrer de leur boulot. Non, pas du tout, parce que sinon les entreprises ne me reprendraient pas. Mais il y a un moment de moi aussi j'ai envie d'écouter ma petite voix, quoi. Il y a autre chose, ça c'est plus pour Cabourg, qui me disent le premier saut dans le vide, c'est déjà de venir. C'est que je sais qu'au fond d'eux, ils ont énormément envie d'annuler. Ils disent attends, mais qu'est-ce que je vais foutre avec des gens à Cabourg que je connais pas. Première chose, ils me disent c'était pas si compliqué, tu vois. J'ai souvent je sens plutôt dans au début, j'avais peur. Quand je t'ai vu arriver, on avait peur. Moi, je le sais. Donc mon rôle est aussi de créer un rassemblement, de créer une union, de créer de créer de la confiance. C'est un lien invisible, c'est un fil entre eux et moi. Et moi, ça, c'est mon rôle, de savoir qu'au début, je vois que des gens qui n'ont plus de coups parce qu'ils sont dans leurs épaules, tu vois. Mais sauf que moi, je leur dis que moi aussi, je suis tout autant tétanisé et qu'ils vont peut-être me juger aussi, qu'ils vont me dire, tiens, c'est pas incroyable ce qu'il fait. Et donc d'abord, j'essaie de créer ce niveau de confiance et surtout, ils me disent, finalement, ça s'est bien passé et finalement, c'était pas si compliqué. Et c'est ça la morale de l'histoire. Donc, plutôt avec les entreprises, les gens me disent tiens, je me suis retrouvé et ça me donne envie d'écouter ma petite voix. Et plus qu'il y ait Cabourg ou les cours d'improvisation ou plus qu'il y ait le côté actif, être acteur des ateliers, c'est plus j'avais peur mais en fait finalement ça va. Qu'est-ce que j'étais con, qu'est-ce que j'étais conne d'avoir peur parce qu'en fait finalement ça va. Et si tu retiens ça, ce petit truc là, c'est ce que je veux transmettre. C'est bon, ça me donne envie de faire plein de digressions, mais on va attaquer après le vif du sujet. Mais ce que tu dis, ça me fait immédiatement penser à tous les blogs. J'en ai regardé un paquet, des blogs notamment anglo-saxons avec des centaines et des centaines de profils de reconvertis, puisque c'est le sujet de ce podcast. Très souvent, à la fin, il y a qu'est-ce que tu regrettes comme question. Mais dans 99% des cas, c'est toujours la même réponse, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Il y avait un bouchon qui devait sauter. Il saute parfois tard et après en relisant le truc on se dit mais qu'est-ce qui me bloquait, c'est incroyable quoi. C'est tout le temps le même truc. Mon seul regret c'est de pas l'avoir fait plus tôt ou de pas avoir osé faire ça plus tôt ou d'avoir tant attendu, etc. Après c'est facile après a posteriori. C'est clair. Mais du coup maintenant, sachant ça, dès que tu as une intuition faut le faire. Avec les relations amoureuses, c'est un truc maintenant je le fais totalement tout le temps. Enfin j'essaye. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un, ça peut être, alors attention, après une manière d'aborder les gens dans la rue, hein, mais je me dis, voilà, cette personne-là, j'y arrive pas tout le temps, mais parfois je croise quelqu'un dans la rue, je sens que les regards peuvent se croiser, et je me dis, allons-y, écoute ton intuition, vas-y. Ou cette fille, t'as envie de la rencontrer, et si je lui envoyais un message, genre, écoute, je sais qu'on s'est déjà vu 3 fois, on s'est pas parlé, mais ça serait con, et pourquoi pas.
Tu vois, ça, c'est un truc, j'essaye d'avoir cette exigence et cette rigueur que je n'ai pas tout le temps. Mais dans cette partie-là, et cette démarche-là est exactement la même ailleurs. Ça me parle ce que tu dis. Je viens de finir un livre et dans lequel il faut mention d'une chose, c'est que les émotions sont le langage de l'âme. Que l'émotion qui ressort, on a tendance souvent à mettre un couvercle dessus en se disant que elle est à minima inutile et au pire dangereuse. Mais en fait que l'émotion, c'est un peu l'intuition qui s'exprime et que quand on l'écoute, on peut avoir des réponses efficaces sur des problèmes et des questions qu'on se pose. De pas hésiter à écouter ses émotions, ça paraît très bateau, mais quand on le fait sérieusement, voire dans un certain cadre, il y a des séminaires qui permettent ça, etc. Ça apporte un peu ce que tu décris là, de suivre son intuition dans une certaine mesure, c'est aussi un peu savoir écouter ses émotions, et il faut réapprendre parce qu'on a complètement désappris ça. Exactement, et c'est exactement ça. Écouter ses intuitions, sa petite voix, et ça peut être pour des grandes choses et des petites choses. Moi, souvent les gens qui racontent leur changement de vie, c'est storytelling, c'est pour donner envie aussi, et puis ça va vite dans la narration. Et ce que je trouve intéressant, en tout cas ce que j'essaye de vouloir transmettre moi, c'est d'expliquer que c'est vraiment de faire ces petits sauts, ça peut être quotidien. Et ça te fait avancer. Et tu te rends compte qu'il y a plein de choses. Parfois, tu n'as pas envie d'y aller. Parfois, tu dis, tiens, à cette soirée, j'ai pas envie d'y aller. Je connais personne. Mais combien de fois ça m'est arrivé? J'ai envie de rester au fin fond d'une couette. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Et je me dis, mais si, peut-être, pourquoi pas? Tu sais pas. Allez, vas-y. C'est pas, je te dis pas que pour rencontrer des hommes ou des femmes, mais c'est, tu sais pas ce qui peut se passer, tu sais pas ce qui peut se rencontrer. Ah, tiens, et puis on y va. Et puis après, peut-être que là, ça mord, peut-être que là, ça mord pas. Et souvent, tu te dis, mais c'est incroyable. Heureusement que j'y suis allé. Ça, de trucs de soirée, j'en ai 1000, que je raconte justement. Vas-y, c'est le bon moment. Spectacle. C'est le bon moment, je disais, ok. C'était il y a 2 ans et demi quand je commence à me lancer dans l'univers de oser, sauter dans le vide, écouter son intuition, etc. C'est un samedi soir. Il est 23h30 et dans le hall d'entrée, il y a écrit « Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Catherine, je suis la voisine du 2e, je fais une soirée improvisée. Si vous voulez venir boire un verre, n'hésitez pas. » La Catherine, elle n'a aucune envie que je vienne. La traduction signifie « Salut, je m'appelle Catherine, je vais foutre un bordel hallucinant jusqu'à 6h du matin, t'as pas intérêt à appeler les flics. » Et là, tu vois, on va décomposer le truc, il est 23h30, je me dis « J'ai envie d'y aller. » Le premier truc qui me rentre dans le ventre. Je me dis, ça serait trop marrant. Je connais personne, j'y vais. 23h30, je me dis, bon, sinon je vais me coucher. La Catherine habite au 2, j'habitais à l'époque au 5. Et je monte au 1, au 2, et quand je suis devant la porte, j'ai l'impression, mais il y a 450 000 personnes, mais des lions prêts à bondir sur moi. Et là, dans mon esprit, j'ai mon intuition qui rentre comme dans une coquille d'escargot et mon rationnel qui me dit « Non mais Maxime, tu vas passer pour une buse, tu sais déjà même pas quel âge ils ont, tu connais personne, tu vas arriver, tu vas faire ton petit bonjour, je connais personne et ensuite après ça va tomber à plat, tu vas être au bar, tu vas te bourrer la gueule, tu vas bouffer l'équivalent de 19 kilos de cacahuètes, tu vas rentrer ridicule chez toi et finalement à ce moment-là c'est le rationnel qui prend le lead et je ne sonne pas. Et je monte au 3, je monte au 4, je monte au 5, je rentre chez moi au 5. J'ouvre la porte, je ferme la porte et chez moi, j'ai un dialogue perpétuel entre mon rationnel et mon intuition. Et mon intuition, qui était donc la première chose, qui me dit « Maxime, il faut que tu descendes. Il faut que tu sonnes à cette porte. » Et du coup, je redescends. Je redescends au 4, je redescends au 3. Alors là, je te jure, je suis vraiment pas serein du tout. J'arrive au 2. Mon doigt se dresse péniblement devant la porte. Je sonne. La Catherine ouvre. Elle me dit bonjour. Je dis bonjour. Je suis un voisin. Elle me dit, ah bah très bien. Là, il y a vraiment beaucoup de monde. Et imagine que la Catherine, elle est pas en train de dire aux gens, bonjour à toutes et tous, il y a quelqu'un de très audacieux qui vient de sonner, je vous demande d'arrêter la musique et de l'applaudir. Non, il y a personne. Donc, tu es à nouveau en haut d'une montagne russe. Tu as fait le premier truc, c'est bien. Mais tu es à nouveau en haut de... Moi, ça marche vachement comme ça. Je fais toujours ce truc de prise d'oxygène parce que j'ai l'impression d'être en haut d'un truc qui va descendre très vite. 2 options. Soit tu vas au bar... Bon, bah là, tu restes seul, tu te caches derrière un verre, quoi. Tu ne fais pas ce premier truc. Tu vois, c'est comme l'équivalent du petit panard de tout à l'heure quand je te disais que j'étais allé à Montreux mais que je faisais du marketing. Finalement, t'es pas vraiment dans ton truc. Tu fais pas vraiment le vrai pas, le vrai truc. Donc, soit tu as l'option 1 où tu te caches derrière un seau de chips,
Et du coup, ça se passe mal et tu dis tiens, j'ai bien raison de flipper parce que c'était nul. Mais en plus, ça se passe évidemment mal. Ouais. Mais évidemment, mais bien sûr. C'est la prophétie autoréalisatrice, quoi. Exactement. Mais après, oui, mais si tu t'écoutes vraiment, si tu as un vrai dialogue interne, tu sais qu'au fond de toi, tu sais que c'est de ta faute. Tu sais que tu n'y es pas vraiment allé. Tu sais que tu t'es menti, bien quoi. Sûr, bien sûr. Et donc, du coup, tu vas vraiment. Et donc, du coup, option 2, tu vas vraiment. Et du coup, tu vas dans le lieu. Bon, tu te dis, il faut que je fasse sensation. Dans ces cas-là, quitte à rentrer le truc et tout, machin. Donc, quand tu arrives dans la cuisine, je sais pas pourquoi dans cette cuisine, c'est toujours le lieu de la contre-soirée. Où ça trinque, où ça boit, où ça fume, où ça pique dans le frigo alors que c'est pas chez toi. Enfin, bref. Et donc, tu te dis, il faut marquer, il faut faire sensation. Il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment sauter dans le vide. Et au fond de toi, c'est les chutes du Niagara. Hein. Donc, t'es mal. Et donc, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai allumé et éteint l'interrupteur de la cuisine 3 fois. Donc, ça a fait jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Donc, forcément, les gens, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Et là, il y a toutes les têtes qui viennent vers moi. Et là, je leur dis bonjour à toutes et tous. Je te jure, au fond de moi, je suis mal. Je suis en poker face. Et je leur dis bonjour à toutes et tous. Désolé de vous déranger. Je ne connais strictement personne. Mais si vous voulez vous marrer, n'hésitez pas à me parler. Je te jure que je n'en mène pas large. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, il faut vraiment qu'on comprenne ça, en fait. C'est que la plupart des gens ont lâché la conversation qu'ils avaient. Ils se sont marrés. Tout de suite, une personne qui arrive, qui propose un verre. Ah bah oui, machin. Et qu'est-ce que les gens me disent? Ah, mais comment tu fais? Mais c'est génial. Mais j'aimerais tellement faire ce que tu fais. C'est extraordinaire. Mais voilà. Bref. Donc, dans ces cas-là, comme j'étais un bon connard à l'époque, j'ai manqué d'humilité. Donc, t'arrives et tu dis oui, bah, tu comprends, c'est inné. Moi, je fais ça comme ça. Etc. J'aime le théâtre. Ouais, c'est ça. Mais n'importe quoi. Alors que finalement, t'étais juste tétanisé. Mais t'as juste manqué d'humilité à te dire. Alors, t'aurais dû dire, les amis, j'ai des auréoles qui vont de ma main jusqu'à ma cheville. Tellement j'ai peur. Finalement, il s'avère que cette soirée, j'ai rencontré des gens super. Cette Catherine, c'est devenue une super amie qui m'a fait confiance dans Libre comme Max. Ça a été la première personne qui m'a aidé en fait dans cette entreprise. J'ai toujours été éternellement reconnaissant de cette personne. Et si j'y vais pas ce jour-là, il y a plein de choses qui se débloquent pas. Et cette histoire, je la raconte tout le temps. Alors, je la raconte très, 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 très souvent. Mais pour moi, elle est symbolique de beaucoup de choses. Elle est symbolique de la peur que j'essaye de vaincre, du dialogue interne qu'il y a entre mon rationnel et mon intuition. Et l'intuition est la première chose. Donc, il faut toujours essayer de l'écouter et de la garder, même si elle part par rapport à la rationalité. Et puis, c'est que, oui, ça fait peur, mais souvent, ça se passe bien. Quand je t'ai appelé, tu m'as dit, moi, je suis un peu l'anti-TED Talk. C'est pas pour dire que t'aimes pas le média, j'imagine que t'aimes bien, mais plutôt, on voit une nana ou un mec super smart qui balance son truc comme si c'était inné et ça nous renvoie juste à notre propre médiocrité au lieu de nous booster. Et ton histoire décrit bien cet état-là où les gens, eux, ils te voient comme ça en revanche quand t'es rentré dans cette cuisine. Ouais. Mais ils me voient comme ça, mais surtout ce que j'essaye vraiment de dire, et c'est pour ça en fait. Moi, ce qui m'aide, c'est que moi, j'ai déjà vu des milliards de personnes qui faisaient ça, et moi, mais laisse tomber. J'étais en mode, c'est mes dieux. Et du coup, je les mettais sur un piédestal. Et ne surtout mettre personne sur un piédestal. Parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Moi, j'appelais à l'époque des bulldozers. Pour moi, des bulldozers, des gens qui fonçaient, qui se posaient aucune question. Et je pensais que c'était des gens qui renvoyaient, comme tu dis, comme tu disais, de médiocrité. Moi, je parle plus de ta propre peur. C'est vrai que mes mots sont un peu durs. C'est le vu de l'intérieur. C'est vu de l'intérieur. Et un jour, quand j'ai commencé à les rencontrer, en me disant, tiens, j'ai envie de m'inspirer de gens, des acteurs, des entrepreneurs, des gens qui changent de vie. J'ai toujours été friand de moi quand j'étais à digression, mais quand j'étais chez Orangina, je tapais comédien qui a commencé sur le tard. Putain. Et parfois je regardais les biographies, je voyais quand est-ce qu'il avait commencé, et je me disais attends, ok, il est en 74, là aujourd'hui on est en 2012, donc machin, ok ça va, j'ai encore un an, enfin c'était n'importe quoi, enfin bref. Mais vraiment je te jure je faisais ça. Et du coup oui, de mettre des gens sur un piédestal, mais et les gens qui me disent dans la cuisine mais c'est génial ce que tu fais, et tout de suite je leur dis les amis, attends, je suis rentré chez moi, j'y suis pas allé, je suis revenu, je te monte pas sous ma veste parce que c'est les chutes du Niagara, enfin bref, tout le monde a peur quoi, c'est l'erreur. Le podcast s'appelle 42 minutes, on va largement dépasser, je vais encore me faire gronder. Mais c'est pas grave, c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais essayer de me partager un peu, selon toi, quel est l'enjeu de dépasser ça? Avant d'aller voir les petites méthodes, les petits trucs,
Quel est l'enjeu de dépasser ces peurs selon toi et de faire ce petit pas? Déjà, je pense que c'est de pas de regretter, tout simplement. J'ai très peur du temps qui passe. Je suis tétanisé par le temps qui passe. Et pour pas regretter, j'essaie d'écouter au maximum mon intuition. Donc typiquement, quand tu m'as contacté, je me suis dit putain, trop cool l'idée, hyper intéressant. Faut y aller vite, faut le faire vite. C'est pour ça que je t'ai dit vas-y, on va le faire tout de suite, tu vois. Avant que ton mental ne prenne le relais. Ouais, parce qu'après mon mental, il va dire quoi? Il va dire mais qui je suis pour raconter un truc? On se connaît pas. Il y a des gens qui vont m'écouter, mais qui je suis, tu vois? Personne. À un moment, j'aurais pu te rappeler et te dire non, j'y vais pas parce que ça va intéresser personne. C'est un truc d'ego. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, ma première intuition était de me dire non, la démarche, elle est dingue. Et elle est en adéquation avec celle que je pense, avec celle que j'ai en moi. Donc, il faut que j'y aille. Donc, j'ai pas réfléchi. Parce que plus tu vas prendre du temps, je veux arrêter de gamberger. Mais ça, c'est dû à des années de être figé, quoi. Je veux pas me dire j'aurais aimé faire ça. Donc, tout me paraît un peu dur. Mais dès que j'ai envie de faire quelque chose, j'essaye de le faire. J'essaye de le faire. Tout le temps, j'ai peur. Mais pour moi, c'est un sentiment d'urgence et de pas vouloir regretter. De quoi on a peur, selon toi? Waouh. De quoi on a peur? On a peur de pas y arriver. On a peur de se tromper. On a peur d'être jugé. On a peur de sortir de sa petite zone. On a peur de se faire mal. Peur de se faire mal, je pense. Je suis assez drastique par rapport à ça. C'est-à-dire, pour moi, des choses se font dans la douleur, dans le plaisir et dans la douleur. Plein de gens ne sont pas du tout d'accord avec moi. Je m'embrouille avec plein de copains là, sur ce sujet, mais parce que s'il n'y a pas de plaisir, tu vas pas faire le truc. Aujourd'hui, je sais que je dois plus conduire parce que je l'ai eu le permis il y a 5 ans et que j'ai conduit que 2 fois. Aujourd'hui, je ne prends aucun plaisir et je n'ai aucune envie de conduire. Je vais pas me lancer dans la conduite. Donc, j'ai pas de plaisir. Mais à l'arrivée, si t'as pas du labeur, de la difficulté, ça veut dire que tu vas pas vraiment dans le truc. C'est-à-dire que t'es pas vraiment en haut de la montagne russe. Je t'arrête juste pour faire une petite digression qui me paraît importante. Ouais. C'est un sujet qui revient de temps en temps, qui est pas simple. C'est que d'un côté, quand tu es à ta place, quand tu suis ton intuition, les éléments s'imbriquent d'eux-mêmes et tu te prends pas des portes à répétition parce que les choses sont fluides. Et en même temps, bizarrement, ce chemin-là est hyper dur. Plein d'obstacles et tu te prends des roustes que tu te prends pas quand t'es planqué. Et c'est très compliqué. Alors, au fond de son ventre, on le sent très bien la différence entre les portes qu'on se prend parce qu'on se ment et des portes qu'on se prend parce qu'on est sur la bonne voie et qu'elle est dure. Exactement. Mais pour ceux qui vous écoutent, je partage une expérience personnelle, mais c'est dur de mettre des mots dessus sur cette sorte d'ambivalence que d'un côté, écouter son intuition, ça a une sorte de fluidité qui fait que tout s'aligne et que les gens viennent à nous, etc., et tout s'imbrique parfaitement, plus ou moins parfaitement. Et tant qu'on est dans le vrai, dans son intuition, ça marche et on risque rien. Mais qu'en même temps, c'est la voie qui met le plus de roustes, mais c'est pas les mêmes roustes entre guillemets que celles qu'on se prend quand on se ment à soi-même. et c'est exactement. Et tu vois, on dit la même chose, sauf que moi j'ai des petits radars au fond de moi. Et en fait, plus ça va être dur, plus je sais que c'est là où je me mens pas. Et si c'est pas dur, ça veut dire que je me suis un peu caché. Mais t'apportes la question de plaisir, et je crois que c'est important, parce que tu vas avoir des gens qui ont un esprit, par exemple, qui détestent le rapport commercial humain, et qui vont se dire, allez, faut que je sois vendeur, parce que ça me manque ce truc-là dans mon CV, ou je sais pas quoi. Et là, ça sonne hyper faux, et c'est dur. Et ton petit radar, il te dit c'est dur. Mais c'est une connerie de faire ça. Et a priori, parce que ça t'emmène pas forcément là où tu veux, et ça t'apporte pas un plaisir final, ou une sorte de, tu vois. Cette notion de plaisir me paraît importante, c'est quand même pourquoi tu fais ça, c'est que le truc à la base t'en avais quand même une certaine envie, ça te fout les boules mais t'en as envie quoi. Évidemment. Il faut aller aussi dans les trucs qui te font plaisir. Moi j'ai des milliards de trucs que j'aime pas, j'y vais pas. Les gens qui font du ski, du surf, du saut en parachute, tout ça, je n'irai jamais là-dedans. Évidemment qu'il faut du plaisir, sinon ça n'a pas de sens. C'est vraiment ça s'appelle du masochisme. Mais c'est aussi une tendance qu'on peut voir de se dire je sais que je dois sortir de ma zone de confort, donc je sors de ma zone de confort. Mais il manque la finalité parfois. Ouais. Alors il manque la finalité, parfois elle n'est pas toujours facile à avoir. C'est-à-dire, tu sais pas du tout où est-ce que tu vas. Mais effectivement, il faut essayer de te dire, tout démarre d'une envie. Enfin, je vais de là paraphraser Johnny Hallyday. Mais c'est vrai, c'est l'envie d'avoir envie. Et ensuite, après vient la difficulté, mais pas l'inverse. D'abord, tu as envie de faire quelque chose. Tu te dis, ah putain, par exemple, pardon, je dis putain, mais moi, je rêve de faire de la radio. Vraiment. C'est-à-dire que j'écoute la radio depuis que je suis gamin. J'ai encore écouté une émission hier. Et je me dis, je rêve de faire ça.
Bon, bah ça, c'est mon envie. Et je me vois en plus à côté des gens dans la rue, un truc un peu radio libre. J'écoute Edouard Baird en ce moment, bref. J'aime beaucoup Lumière dans la nuit. Et je trouve ça magnifique, c'est loufoque, c'est déstructuré. Et je me vois faire ce genre de truc, je trouve ça passionnant et ce média me passionne depuis toujours. Et ben, j'ai cette envie-là. Mais aujourd'hui, d'y accéder, ça me paraît très, très compliqué. Donc, il faut que je tape à des portes, donc il faut que je regarde, il faut que je fouine, il faut que je sais pas, il faut que j'envoie des lettres, il faut que je d'être un stage même pas payé pour 2 mois, 3 mois, écrire des choses à des gens, leur donner des textes, je sais pas. Et ça, cette partie-là, ça va être de la difficulté. Okay. Parce qu'il y a aucun mec qui va dire, ah bah attendez, mais on attendait qu'une personne. C'est ce bon vieux Maxime. On attendait que lui. Heureusement que tu débarques. Personne m'attend. Donc la démarche, elle vient d'abord d'une envie, d'un truc au fond de toi. Ouais, et cette envie, elle vient aussi de pas vouloir regretter. Ça peut être un moteur, ça peut être un driver de pas avoir de regrets. Moi, clairement, je me fais des listes. J'ai une liste de tout ce que je veux accomplir. C'est peut-être ridicule, de tout ce que je veux accomplir dans ma vie. Pour l'instant, j'en ai quasiment pas beaucoup coché. Mais c'est mon phare, c'est mes envies, c'est mon chemin. Et ensuite, après vient la difficulté. Je comprends. Et si t'as pas la difficulté, c'est pas une vraie envie. Ou alors, t'as pas vraiment sauté, quoi. De manière très concrète, on parle là de peur, on parle aussi évidemment un peu d'audace, comment trouver confiance. Est-ce que tu as des petits trucs à nous partager de ton vécu, des stagiaires que tu as eus, te semblent efficaces? Je sais qu'il y a une boîte qui propose un jeu qui s'appelle Ciao Comfort Zone, jamais essayé. Ah, moi non plus. Je connaissais pas. Ça s'achète sur internet, c'est des petites cartes à jouer où au lieu d'être un jeu de cartes, tu fais ça un défi avec des copains et tu sors de ta zone de confort. Je sais pas trop comment. Mais mais tu vois, voilà. Je te coupe là, mais ça, tu vois, et bah, typiquement, je connais pas le jeu, mais c'est bien, mais par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est pas non plus. On est d'accord. Tu vois, c'est-à-dire que on est d'accord. Faut avoir une envie de fond, au fond. Faut avoir une petite voix qui te dit putain j'aimerais bien faire ça ou avoir des exemples. Si tu jalouses quelqu'un, c'est un bon moteur, c'est un bon phare, ça veut dire que tu as envie d'être à sa place, donc tu as envie de le faire. Faut d'abord écouter ce que tu as au fond de toi, ton bide. Putain, on est des humains, des animaux, tu vois, donc si tu es jaloux de quelqu'un parce qu'il fait ça, moi combien de fois ça m'est arrivé, j'ai des potes qui font des sketchs, des trucs ou machin, je dis pas mal les gars. Ah, ça m'énerve. Et si ça m'énerve, ça veut dire que moi j'ai envie d'être à leur place. OK. Et si j'ai envie d'être à leur place, ça veut dire que j'en ai envie. Et ensuite après sortir de sa zone de confort parce que eux ils l'ont fait, eux ils le font et moi je suis dans mon siège comme ça en train de dire ah j'en ai envie. C'est là où on sort de sa zone de confort. Mais sortir de sa zone de confort pour sortir de sa zone de confort, pour moi ça veut tout rien dire. Je suis assez d'accord avec toi. On va pas relancer tout le truc, on en a beaucoup parlé en off. La conclusion un peu de notre échange avant l'interview, c'était de se dire que c'est un peu comme un muscle, tout ça, c'est pas du jour au lendemain, on devient pas ultra confiant parce que c'est des mini petits trucs, des petits échecs de tous les jours qui nous construisent. Et donc du coup, au jour le jour, est-ce que tu as des idées de petites choses qui peuvent nous aider ceux qui nous écoutent, moi-même, ou toi-même d'ailleurs, à passer le pas, à faire ces petites actions de tous les jours qui changent la vie en fait au bout du compte. Je disais dans Libre comme Max, mon but était de rassembler. Mon but était de rassembler parce que j'ai eu peur des autres et de se dire que l'autre n'est pas forcément quelqu'un d'horrible, n'est pas forcément malveillant. En fait, je te parle de confiance aux autres. C'est un truc que j'ai appris pour le coup dans un livre d'un mec qui s'appelle Charles Pépin. C'est un philosophe qui démocratise un peu cette notion d'échec, cette notion de confiance en soi, etc. Et j'ai appris ça de lui, de cette lecture, en disant que la confiance en soi, ça vient peut-être de la confiance aux autres. Et la première chose que je me dis, typiquement quand je veux rencontrer quelqu'un dans un bar, où je me dis tiens, il a l'air sympa, est-ce que j'irai lui parler? Ou l'histoire de Catherine, la voisine. Je me dis derrière, c'est pas que des horreurs. C'est pas des gens qui sont prêts à me fusiller. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui vont dire non mais t'es gentil, mais ce mec il vit dans le monde des bisounours ou quoi? Non. Mais je me dis tout le temps ça. Et vraiment, je te jure que ça m'aide. C'est-à-dire que un autre exemple. Je n'aime que les sandwichs beurre jambon fromage. Et quand j'en rentre dans des boulangeries, souvent, ils n'existent plus. Parce que tout le monde prend des sandwichs beurre jambon fromage. Donc je rentre dans la boulangerie. Bonjour madame, je voudrais un sandwich beurre jambon fromage. La dame me dit désolé monsieur, je n'en ai plus. Et là, le dialogue recommence. Soit l'intuition dit allez, tu vas lui faire un grand smile, tu vas être sympa et tu vas lui demander oh, si vous avez 2 minutes, quand vous voulez, j'ai le temps, si vous pouvez m'en faire un. Intuition. Et ensuite après, le rationnel qui dit non mais de toute façon, elle a pas le temps, tu l'emmerdes, elle va te dire non. Le rationnel.
Et ton intuition, si tu l'écoutes, en plus de se dire qu'en face de toi, la personne peut être sympa, donc d'être plutôt optimiste de l'autre, eh ben c'est gagné. Et la plupart du temps, je te promets que mon sourire, je parle mon fromage, on me le fait avec joie et il y a des blagues qui se font et il y a un échange qui se crée. Alors que la plupart du temps, j'aurais fait très bien, merci, au revoir et je serais parti la tête basse. Donc, intuition. Dès que tu as un truc que tu as en tête, dès que tu vois un truc, tu veux le faire, mais eh bien tu reviens en arrière, tu le fais. Ça. Donc en fait, c'est un, écouter son intuition, ça je pense qu'on l'a dit, et deux, l'exemple de la boulangère, c'est vraiment ça de se dire, ou de la Catherine, c'est que les gens en face, c'est pas que des salauds. Il faut être empathique. Parce que l'autre en face, certainement, il pense la même chose que toi. Ouais, imagine deux mecs, deux coqs, dans une soirée, dans un bar, en réunion, tout ce que tu veux, qui roulent un peu des mécaniques. Parfois, ils font ça parce qu'ils ont un peu peur l'un de l'autre. Parce qu'ils jouent au concours de la plus grosse, entre guillemets, parce qu'ils ont un peu peur l'un de l'autre. Alors que si tout le monde baisse un peu les armes, pour moi, il y a un vrai truc d'humilité. C'est vraiment ce que je veux faire dans mes démarches. C'est de dire, moi, je suis personne et j'ai peur et c'est pas toujours évident. Parfois, j'ai pas envie d'y aller. Et quand je dis ça, toutes les armes en face de toi tombent. Posez des questions, soyons curieux de l'autre. C'est un vrai truc d'ouverture à l'autre, en fait. T'es en coquille sur toi, à être scrognogno, à dire moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, et à avancer les certitudes, versus à s'ouvrir à l'autre, donc la tête qui s'ouvre, les épaules qui s'ouvrent, dire vas-y, apprends-moi, toi, vas-y, je vais t'absorber. Je connais rien de ta vie, je connais rien de ton truc, je connais rien à ça, mais je suis là pour apprendre. Donc en fait, pour moi, cette démarche-là, c'est une démarche d'ouverture à l'autre totale. Et donc, il ne faut pas en avoir peur. Moi, ce qui m'a le plus figé, c'est l'autre. Son regard, la peur de passer pour une buse, la peur de passer pour un con, la peur d'être jugé, la peur de me dire « Attends, mais il fait du théâtre à 30 ans, non mais le gars, il a rien compris. Putain, moi, je fais déjà des gosses, alors que lui, il fait, tu vois, des trucs comme ça. » Et ça, je sais que ça fige les gens, ça. Ce que je retiens de notre échange là, c'est que l'audace pour l'audace, c'est bullshit. À la base, il faut quand même quelque chose d'un peu viscéral, une envie. Et parfois, on l'a perdu, cette envie. Et c'est encore un autre sujet, on fera peut-être un podcast dessus. Mais de trouver un peu cette envie pour déclencher une petite mise en mouvement qui, elle, va nécessiter de l'audace. Et pardon, je ne peux pas te couper, mais il faut être à l'écoute de cette envie. C'est comme une eau qui commence à bouillir dans une casserole. Ouais. C'est exactement pareil. Et plus on va apprendre à l'écouter, plus on va pouvoir l'exprimer et la mettre un peu et la partager. Et après, j'ajoute donc un deuxième point qui ressort de notre échange, de ce que tu disais, qui me paraît important à retenir, c'est l'autre. C'est que cette envie, si on la présente toute frémissante comme ton eau qui bout un tout petit peu à quelqu'un qui la verse par terre, qui crache dessus en plus, et c'est l'image qu'on se fait des gens, et ben on va jamais oser l'explorer, quoi. Alors que dès lors qu'on se dit que peut-être que le gars en face, il va continuer à la mijoter avec nous, il va nous aider, etc. Et qui plus est, et le gars en face, il est comme toi. Et qu'en plus, ça lui permet lui-même de révéler son propre... Et bien sûr, il a aussi peur que toi, le gars. Donc, c'est-à-dire que sinon, tu te regardes, deux personnes qui se regardent en chien de faïence. Et c'était juste, et si on baissait les armes, de parler franchement. Et voilà. Pour moi, c'est une clé. Je pense que dans ces deux grandes idées-là, tout est résumé. Toutes les petites actions, etc., sont après des conséquences de se dire, oui, ne pas laisser de regrets, écouter sa première intuition, sa première pensée est souvent la bonne. Et ne pas laisser le petit diable rouge, là, qui apparaît après, le mental, tout saboter. Et j'en viens à ces deux points-là. Je retiendrai vraiment ces deux points-là de notre échange, Maxime, de se dire savoir écouter son envie, ne pas sortir pour sortir de sa zone de confort, ne pas inutilement se mettre en risque, mais le faire parce qu'on a une envie qui sort, et baisser les armes, faire confiance à l'autre. Un dernier truc, c'est ça, j'arrive pas tout le temps à le faire, hein, évidemment, de l'exigence et de la rigueur dans cette envie. C'est-à-dire qu'une fois que tu as écouté ton envie, c'est très bien d'avoir des envies. C'est-à-dire que moi, j'avais un défaut énorme, c'est que je parlais beaucoup, mais je faisais pas grand-chose. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pas être velléitaire non plus. Et c'est un gros défaut, moi, que j'ai eu énormément, que j'ai encore, je pense, au fond de moi, hein, de temps en temps, vraiment. Donc, tu peux avoir envie, mais une fois que tu as cette envie, c'est comme un phare, c'est très important, il faut pas la lâcher, il faut y aller. Et après, il va y avoir des obstacles, et parfois, ton envie, elle va tomber. Mais si tu l'avais vraiment, en fait, ce premier éclat, ce jaillissement, il faut l'avoir en tête qu'on l'avait et qu'il faut le garder, même quand ça va être plus compliqué. Parce que sinon, on passe d'envie à envie. Et finalement, on reste toujours assis sur son cul. Là-dessus, il y aurait pas mal de choses à dire. Et ça pourrait même faire l'objet encore d'un autre épisode. De se dire, quand on a perdu l'envie, qui pourtant était très forte, et ça arrive à tout le monde, comment on fait? On arrête, on continue? Pour avoir pas mal creusé la question et aussi pas mal galéré personnellement sur le sujet, à se dire, un jour t'es à fond, puis une semaine après, bizarrement, t'as une autre envie qui prend le dessus. Et il y a quelque chose que je veux partager, que j'ai trouvé très fort, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, dans un bouquin, que j'ai découvert ça et je trouve que ça marche très bien.
c'est de mettre l'envie que tu avais en perspective par rapport au bien qu'elle peut faire à d'autres personnes que toi. Plus trop penser à sa gueule, mais se dire, à sa petite personne, etc., mais se dire, ok, je voulais monter libre comme Max, potentiellement, ça peut changer des vies. Potentiellement, ça peut libérer des gens qui se sentent pas libres, etc. Donc, quand j'ai moins envie, c'est toutes ces personnes-là qui sont privées de ce travail-là. Et se décentrer soi-même du sujet pour remettre au milieu la cause que ça peut servir, même si elle est très modeste, eh bien, ça aide à retrouver parfois l'envie de se dire, ah, mais non, je suis pas tout seul dans ce truc-là. Et hop, parfois, ça relance le truc. Parfois. C'est une piste qui marche très très bien. En tout cas, pour moi, ça marche très bien. Je suis pas tout seul dans ce truc-là. Moi, c'est un vrai truc, ça. Et on n'est pas tout seul à se poser ces milliards de questions, d'avoir ces blocages, ces doutes, ces joies, ces peines, tu vois. C'est très important. Parce que sinon, c'est vrai que le problème du TED Talk, ou enfin, en tout cas des conférences très bien storytellées, c'est qu'effectivement, tu vas fermer ton ordinateur et tu vas te retrouver entre ton seau de mégot et tes chips et toi en caleçon. Et ça va pas te donner envie d'y aller. Et d'avoir ces échanges-là, d'avoir ces questionnements-là, ça aide parce que tu te dis, ils sont, enfin voilà, moi je suis exactement comme eux. De pas se sentir seul, ça aide à avancer en fait. Tu sais que dans chaque épisode de 42 minutes, à la fin, je demande à l'invité de nous donner un challenge. L'idée, c'est quand on a peur, justement, on n'agit pas. Agir, c'est réussir déjà un peu. C'est l'action qui mène à l'action, qui mène à tout, au mouvement et aux rencontres. Oui. Donc, je vais te demander de nous partager un challenge que tu donnes à ceux qui ont des peurs pour qu'ils puissent se mettre en action en mode Ikea. Il y a juste à suivre la notice de Maxime et il y aura déjà un truc qui aura été concrétisé. Aussi petit soit-il. Ok. Du coup, c'est pas un défi, mais deux. Le premier défi, c'est un défi plus dans votre quotidien. Donc, si vous faites ça tous les jours, ça peut vraiment vous aider. D'écouter votre intuition et de vous dire dès que vous avez envie de faire quelque chose. Donc, ça peut être demander l'heure à quelqu'un dans la rue, sourire à quelqu'un dans la rue, dire que le vin n'est pas bon, poser une question en réunion. Dès que vous écoutez votre petite intuition et vous dites tiens, j'aimerais bien dire ça, faire ça, faites-le. Sans vous poser la question, faites-le. Donc ça, c'est comme un muscle. Ça se travaille tous les jours. Ça, déjà, faites-le. Et vous allez voir, je suis sûr que ça peut changer plein de trucs. Et la deuxième chose, c'est, et comme tu l'as dit, Alban, c'est je pense que si vous avez peur de quelque chose, c'est que vous avez vraiment envie de le faire. Donc, pas un truc fou. Je vous demande pas de faire un saut en parachute ou n'importe, enfin, je sais pas, un truc dingue, mais un truc vraiment qui vous fait peur. Vraiment qui vous fait peur, mais vous avez vraiment envie de le faire. Mais vous avez tellement envie de le faire que ça vous fait peur. Eh ben, essayez de le faire. Alors moi, je vais vous partager un truc. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'écrire plus et d'écrire des sketchs, de les faire dans des scènes ouvertes à Paris. Aujourd'hui, je sais que je fais du théâtre classique, mais ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'écrire mes propres textes et de les jouer dans des scènes ouvertes. Et ben, devant toi, cher Alban, rien que d'en parler, ça me fait flipper. Mais je vais le faire très régulièrement. Il faut que ça devienne quasiment quotidien. Donc, j'en ai très envie, mais ça me fait très peur. Donc, il faut déjà, que vous trouviez quelque chose qui vous fasse vraiment peur parce que vous en avez vraiment envie, d'appeler une ancienne amie, de demander une augmentation dans votre job. Je vous demande pas de tout plaquer et de partir à Ushuaïa, pas du tout. Un truc comme ça, analysez-le, et ensuite, après, vous allez le faire. Et vous allez voir, vous allez vous sentir très, très libre. Et quand vous l'aurez fait, vous pourrez mettre un commentaire sur le podcast, comme ça il montera un peu dans Apple Podcast. Exactement. Et donnez-nous des exemples. C'est intéressant ça de savoir pour vous c'est quoi votre petit saut dans le vide, le saut dans la peur et dans l'inconnu. Moi ça m'intéresse vachement de savoir ça. Pareil, on pourra le faire sur le blog bientôt quand l'épisode sera sur le blog. Merci Maxime, c'était super intéressant. On aurait pu rester longtemps encore à discuter. On aura peut-être l'occasion de faire un autre épisode ensemble, j'espère. Avec plaisir, Alban. Merci beaucoup en tout cas, c'était une grande joie. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel invité. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire, rejoindre le groupe Facebook de 42 minutes et surtout, éclatez-vous dans votre job.